Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. Au début des années 60, 4 jeunes humoristes s'attaquent à tous les tabous. Ce sont les cyniques et ils portent bien leur nom. Ils écorchent tous ceux qui détiennent le pouvoir, d'abord le clergé, puis les politiciens. Ils attaquent aussi les policiers et certaines minorités. Avec un humour caustique jugé parfois vulgaire, ils accompagnent toute la Révolution tranquille. Les cyniques ouvrent la porte à un nouvel humour politique, bête et méchant. Annie Hudon et Robert Hintz retracent leurs 10 ans de carrière. Ce serait vraiment délicat de présenter un numéro comme celui-là aujourd'hui. À Ville-Mont-Royal, une bombe a explosé cet après-midi. Un Canadien français et 38 Anglais sont écrasés sous la décombre. On est sans nouvelles du pauvre homme. Hier soir à Montréal, une bombe a détruit l'oratoire Saint-Joseph. Ai-je chanté des histoires cochonnes? Si je pouvais donc les soincer. Début des années 60, un vent de changement souffle sur le Québec. L'équipe du Tonnerre de Jean Lesage vient d'arriver au pouvoir. Signe de la libération! Montréal est une ville en pleine effervescence. C'est le début des boîtes à chansons. La métropole se prépare à l'Expo 67. Le Québec s'ouvre sur le monde. Montréal! Vive le Québec libre! C'est la Révolution tranquille. Sur le campus de l'Université de Montréal, une bande de joyeux satiristes des plus irrévérencieux déchaîne les passions. Pendant plus d'une décennie, ils connaissent un succès monstre. Rapidement, ils deviennent un groupe culte. Leur nom de baptême, les Cyniques. Au moment où on a commencé à faire du spectacle à l'université, c'est là, disons, qu'on a pris le nom Les Cyniques parce que ça définissait bien notre genre d'humour un peu méchant sur les bords. Peut-être que la chose qui nous a le plus surpris dans tout ça, c'est que on a toujours fait les spectacles dans les premières années pour des étudiants. On n'aurait jamais pensé qu'à l'extérieur du campus, notre style d'humour allait être populaire. Eh bien, bien au contraire, c'est devenu quelque chose presque instantané. Il y avait un bouillonnement à ce moment-là au Québec. Et jusqu'avant nous, il y a eu évidemment d'excellents humoristes, il y a eu beaucoup d'humour, mais il n'y avait pas un humour à contenu, à référence politique, à référence sociale. Et les gens avaient le goût d'entendre ces choses-là. Avaient le goût qu'on dise tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Le Quatuor, des étudiants en droit et en philosophie, se paie la tête de tous ceux qui détiennent le pouvoir, à commencer par le cardinal Paul-Émile Léger. Il exerce un contrôle absolu sur l'Église québécoise pendant 17 ans, jusqu'à sa démission en 1967. Léger, il est si agréable. Léger, c'est l'archevêque de bon goût. Le soir à 7 heures, son chapelet c'est le meilleur. C'est de jeu amical avec le cardinal. C'est de jeu amical avec le cardinal. Cette chanson amenait la présence et une imitation du cardinal. C'était pas dans les mœurs d'imiter le prince de l'Église. Montréal, ô ma ville. Non, c'était, dans tous les sens du terme, c'était un prince. C'était un prince de l'Église, mais il se comportait comme un prince. C'était pas Monseigneur Turcotte, qui est quelqu'un de modeste. À côté du cardinal Léger, c'est Montréal, tu t'es fait toute belle pour accueillir ton prince. Tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. Hey, on est au 19e siècle. Un petit garçon qui n'est pas capable de maîtriser son corps. C'est avec beaucoup de culot que les cyniques se moquent de l'homosexualité chez les prêtres et qu'ils dénoncent la pédophilie, des sujets toujours aussi sensibles aujourd'hui. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes soumis et par esprit d'économie. Nous couchons deux dans le même lit. C'est très d'actualité encore. Des jeunes filles en fleurs, leur enseignons la méfiance.
car rien ne vaut d'un joli garçon l'amitié. D'ailleurs, je me suis fait des ennemis jurés et immortels chez certains membres du clergé à cause de ça. Mais c'est un sketch qui n'a pas pris une ride. C'était explosif. Mais c'est une réalité qui était niée à l'époque. Mais comme la religion était dominatrice, c'est quelque chose dont on ne parlait pas sur la place publique. Ou alors, juste entre nous. Mais personne n'avait osé jusqu'à ce moment-là traiter de ces choses-là publiquement, et surtout sous forme de dérision. Je pense qu'on était à ce moment-là très innovateurs. André et moi, on était au même collège, au Sainte-Marie. On est allé faire un spectacle là, puis il y a un père, je tairai son nom, qui a fait une grande colère. Il a dit « C'est épouvantable, dit que les frères sont homosexuels, c'est épouvantable! » CKAC présente l'émission Le Chapelet en famille. Tandis que tous les soirs, à 19h, le cardinal Léger récite son chapelet en famille sur les ondes de la radio de CKAC, les cyniques poussent l'audace jusqu'à donner un cours de sacre. Si vous vous promenez dans les Alpes suisses en compagnie de votre bon ami, ne dites pas « c'est un sacrement de belle montagne ». Dites plutôt « c'est une calvaire de belle montagne ». Eh bien, ça aussi, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'était la première fois sur une scène, en réalité, parce qu'il n'y avait pas encore eu les Belles-Sœurs, il n'y avait pas encore eu l'Hostie de Show. Il y avait une porte à défoncer. Et on savait tous que les gens sacraient, même les professionnels, dans le privé, comme on dit, dans leurs activités quotidiennes. C'était tellement ancré dans la vie des Québécois. Et voici les sacres de la semaine recommandés par l'Académie française. Tout d'abord, n'est-ce pas, il y a le sacre combiné, Christ de Colis, le sacre matinal, Hostie toastée. Nous autres, on a eu du fun en tabarnak. Mais ça surprenait. Je peux vous dire que le numéro date de 1964, quand on l'a fait la première fois. Ça surprenait. Même, un petit détail, il existait dans le code criminel un délit qui s'appelait le libelle blasphématoire. Le sacre peut servir à la fois de nom, de prénom, d'adjectif, de verbe et d'adverbe. Ainsi, la phrase suivante, « Jean, qui était irrité, a expulsé Jules violemment », deviendra, et là, c'est l'éloquence pure, le sacrement qui était en calvaire a collé dehors l'hostie en tabarnak. Et donc, j'ai consulté des juristes avant de le faire, qui m'ont dit, ben non, c'est pas un blasphème, c'est l'utilisation d'un sacre, vous ne vous en prenez pas à Dieu. Les flèches décochées sur le clergé scandalisent bien des gens, mais les plus jeunes ne s'en formalisent pas outre mesure. Ça pourrait choquer les esprits étroits, je pense, mais il faut qu'ils jettent les tabous par terre. Il y en a trop eu de ça, bien les domaines. Et vous trouvez qu'ils font ça? Ils font très, très bien ça, oui. Peut-être au point de vue, disons, du cardinal, peut-être un petit peu osé. Même il devrait aller plus loin, je les aimais mieux du temps où ils étaient seulement à l'université. Parce qu'au début, les gens venaient, et il y en avait qui étaient choqués une première fois, qui étaient secoués, là. Puis après ça, qui s'habituaient. Je parle dans le public plus large. Je me souviens d'avoir vécu, moi, ça sur le plan personnel. J'avais commencé à griffonner des gags sur le papier et j'étais reparti au collège le lendemain et ma mère avait vu ce griffonnage sur le papier. Et mes parents m'attendaient de pied ferme le soir. Là. Bon, c'est bien beau, vous pouvez faire des folies, mais attaquez-vous pas à la religion comme ça, c'est épouvantable. Quelques années plus tard, mes parents étaient très fiers de dire qu'un de leurs fils faisait partie des méchants cyniques. Bien, moi, je le trouve fabuleux. Vous les avez aimés beaucoup? Ah, beaucoup. Vous avez beaucoup ri? Ah, beaucoup. Vous avez tout aimé? Ah, certainement. J'ai mon fils qui est cynique. Ah bon? André. J'avais déjà eu l'occasion de voir ça, mais de revoir ça, là, j'avoue que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Comme vous voyez, malgré peut-être un certain choc au début quand ils ont vu certains textes que j'écrivais et ils se sont ralliés au point de devenir des fans. Wow! Les années 60 marquent le début des grandes contestations. En 1964, la visite de la reine Élisabeth II à Québec provoque la colère des souverainistes. La réplique des forces policières est musclée. Une trentaine de personnes sont menottées. C'est ce qu'on appellera le samedi de la matraque. 4 ans plus tard, en juin 1968, le défilé de la Saint-Jean vire en émeute. La présence de Pierre Elliott Trudeau, qui sera élu premier ministre du Canada le lendemain,
insulte les indépendantistes et met le feu aux poudres. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens. Il est bien évident que ce soir, le défilé se déroule dans des conditions tout à fait pénibles. C'est la casquette du chef de police de Montréal. Mais ça fait sur la tête. sur sa tête à lui. Très bien. Ça donne le goût de japper. Ou de manger du docteur Ballard. Nos 4 humoristes tirent à boulet rouge sur tous ceux qui abusent de la matraque pour mieux dénoncer la brutalité policière. Les prévisions pour cette nuit, sombre. Demain, le soleil se lèvera à 7 heures. Au cas où il y aurait des policiers à l'écoute, la petite aiguille sera sur le 7, la grande aiguille sera sur le 12. Au coup de matraque, il sera exactement 11h45. Ça illustre exactement. Mais ça illustre, au fond, à cette époque, 68, j'allais dire la bataille de la Saint-Jean-Baptiste, mais ça a été ça, en fait. Ça a été une émeute. Les policiers, certains d'entre eux, avaient enlevé leur matricule, leur plaquette, et tapaient sur les manifestants, il y avait eu de la provocation de leur côté, là, mais il y avait une brutalité, là. Si les matraques des policiers pouvaient parler, elles en auraient long à raconter. Dans la rue toute la veillée, elles en ont vu des grandes mêlées. Faut pas avoir froid aux yeux pour tirer un jeune par les cheveux. Ça prend des gars costauds pour sacrer des bons coups de pied dans le dos. Il y avait eu aussi, excuse-moi Marc, des visites de la reine qui ont été marquées de beaucoup de démonstrations. On avait appelé ça le samedi de la matraque. Ça s'était passé à Québec. Pierre Bourgault était là, encore une fois. Et c'était Claude Wagner, je crois, qui était ministre de la Justice à l'époque. Qui recommandait aux forces policières d'agir avec la vigueur nécessaire. Il ne s'était pas gêné pour le faire. C'est vers la fin des années 60 que s'amorcent les débats constitutionnels. 2 grandes figures québécoises vont s'affronter. D'un côté, un jeune Robert Bourassa, le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Il est élu en 1970, alors qu'il n'avait que 36 ans. Un homme frêle et inexpérimenté. De l'autre, Pierre Elliott Trudeau, qui défend jalousement les pouvoirs d'un gouvernement central fort à Ottawa et qui s'oppose aux revendications du Québec. Un homme flamboyant, charismatique et arrogant. Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. C'est quand il remue les lèvres qu'il ment. C'était méchant, C'était méchant, mais c'était la perception qu'on avait du personnage déjà un peu fuyant. Je m'en viens te demander des amendements à la Constitution, OK? 71, c'est la conférence de Victoria. Et il y a toujours chez M. Bourassa le côté ambigu. Hein? Robert, ici. Comme ça, tu t'en viens demander des amendements à la Constitution? Mange de la marde! Évidemment, pour nous, ça a été l'occasion extraordinaire là, d'essayer de trouver une façon d'illustrer l'extrême opposition entre ces 2 personnages-là. Et donc, l'idée de faire une marionnette de Bourassa puis de faire un Trudeau qui dominait la situation, je pense, a marché très, très bien. Et finalement, ce qui s'est passé, historiquement, on l'a su par la suite, ils se sont fait dire, vous voulez un statut particulier, on vous le dit en partant, on vous donnerait pas. Notre jeunesse s'en va chez le diable et chez moi, Camille Chanchon, qui vous le dit. Dans les discothèques, les étudiants se droguent, mesdames et messieurs. Ça respire de l'héroïne, puis ça se pique avec de la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de... Il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Ah, quelle belle tête de Turc. On n'en a plus des comme ça. On sort le bon Dieu des écoles, puis on entre le sexe. Vous avez entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir, des jeunes gens et des jeunes filles dans la même piscine, et puis il paraît qu'ils ne sont pas habillés avec des côtes de poil, mais ils sont plutôt à poil. Hein? Ce qui était intéressant en termes de tête de Turc pour un imitateur, c'est que c'était des politiciens qui
en particulier Camille Sanson, le Crédit social en général, quand ils se mettaient à faire des discours, c'est comme s'il n'y avait plus de filtre. Alors, ils disaient un peu tout ce qui leur passait par la tête. C'était des gens qui n'avaient pas une idéologie plus précise que ça. Ils exprimaient, au fond, des frustrations des gens, plus ou moins maladroitement. Alors, ça leur arrivait de dire des choses abominables, de mêler des concepts, de dire des choses complètement contradictoires. À la même époque, fin des années 60, la langue est un enjeu politique explosif. De nombreuses crises linguistiques secouent la province. En 1969, à Ottawa, Pierre-Éliott Trudeau instaure la loi sur les langues officielles. Le Canada français ne saurait être moins que cet ensemble épars. Les cyniques y voient là une nouvelle cible et ridiculisent le bilinguisme à la Trudeau. Hello, racing fans. Bonjour, éventail de course. Here we are, nous voici, today aujourd'hui, à la Brunante, at the Browning. C'est le Derby de la conquête, The Conquest Derby. La loi du bilinguisme officiel, c'est 1969, je pense, la loi des langues officielles. Et puis, cette manie de tout traduire. Calme tiré, my calm is pulled. Il dit merde, he says murder. He is badly hurt, il est mal amanché. Il a 3 balles, he has 3 balls. Il meurt, he dies. Il dit what? He says, dommage damage, he was only 49, il était seulement 49. Oh, voici venir la noirceur, here comes the black nun. En nomination pour le meilleur disque de fantaisiste. C'est en 1965 que les 4 étudiants décident de devenir des humoristes professionnels. La même année, ils enregistrent leur tout premier micro-sillon, Les Abominables Cyniques en spectacle. L'album se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ah, ceux qui ont le plus parlé des curés cette année dans le Québec. Les cyniques sur disque Apex. Dès l'automne, ils raflent le prix du meilleur disque de fantaisiste. Au fil de leur carrière, ils enregistrent 8 albums et remportent 5 trophées consécutifs au Festival du disque. Si vous permettez, nous tenons à remercier d'abord la compagnie qui nous a enregistrés pour son choix judicieux. Malgré leur humour intelligent et rusé, la critique leur reproche leur côté vulgaire. C'est un très bon spectacle tout de même qu'ils ont présenté, à mon avis, le meilleur. Depuis que je les vois, je les ai vus quand même assez souvent au cours des dernières années. Il y a un seul reproche qu'on peut leur faire, un reproche quand même d'importance. Ils sont extrêmement vulgaires. Allons chier. Ça s'exprime mieux que les Québécois. Allons chier. On va le matelas. On trouve dans le répertoire des cyniques des sketchs moins reluisants, des blagues qui aujourd'hui choqueraient l'opinion publique. Les cyniques se montrent impitoyables envers les minorités. Quelle magnifique performance de Marcel. Quand j'ai vu commencer ce numéro-là, je me suis senti un petit peu mal à l'aise parce que, on s'en parlait entre nous, puis c'est un numéro sur lequel on se disait, au sujet duquel on se disait, ce serait vraiment délicat de présenter un numéro comme celui-là aujourd'hui, bon, en raison de la sensibilité des groupes ethniques. Mais ce qui sauve le tout, et je suis content de le redécouvrir, c'est la folie incroyable que Marcel met là-dedans. Et l'erreur, c'est souvent ça, de juger avec les yeux d'aujourd'hui des choses d'hier. Exact. Si le mariage gay était à l'époque une idée des plus saugrenues, on constate aujourd'hui que les cyniques ont vu juste, quelques décennies avant tout le monde. Oui, je le veux. Et vous, Pierrette, prenez-vous pour légitime époux Clément ici présent? Oui, je le veux. Je l'avais oublié. J'avais complètement oublié ce gag-là. C'était prémonitoire. Oui, c'est ça. Il y aurait des nouvelles harmoniques maintenant. À l'époque, c'était un gag absurde. Ça ne le serait pas aujourd'hui. Après une tournée triomphale, le groupe se sépare en 1972. Mais 50 ans après leur première apparition sur scène, l'humour des cyniques provoque encore des éclats de rire. Ils sont fiers de constater que leur aventure de jeunesse s'est transformée en un bel héritage pour la société québécoise. La coïncidence est trop forte.
entre le temps où on était présent sur scène et ce qui s'est passé dans la société, les changements profonds, les mutations qui ont eu lieu, pour que tout ça soit l'effet du hasard. Non, je pense qu'on a contribué à notre façon, humble mais efficace, à peut-être faire changer certaines choses, oui. Écoutez, il se passe tellement de choses en politique. On dit que les cyniques n'existent plus, mais on dit souvent que la population est cynique face au pouvoir politique, se désintéresse du pouvoir politique. Il y a un champ, là, il y a une place à remplir de la part des humoristes. Et je pense pas... C'est sûr que la Révolution tranquille était un merveilleux terrain, parce qu'il y avait des choses à transformer. Il y avait des mentalités là, qui étaient en évolution. Et les humoristes peuvent servir de catalyseur pour ça. Là. Si on était étudiant aujourd'hui, maintenant, à 20 ans, peut-être qu'on le ferait encore. Si on avait 20, 21 ans... Sûrement. Les cyniques ont bel et bien influencé la Révolution tranquille avec leur humour corrosif. C'est du moins la conclusion de près d'une dizaine d'études universitaires sur le sujet. Les cyniques ont aussi inspiré des groupes comme Rock et Belles Oreilles. Mais les temps changent et l'humour politique est moins prisé aujourd'hui. Les humoristes naviguent maintenant dans des eaux moins controversées. C'est très agréable de faire rire. Hein? C'est un immense plaisir, comme le disait souvent celui d'entre nous qui manque aujourd'hui, Marcel. S'il n'y avait pas eu les cyniques, il y aurait des curés encore partout. Non, ben...